nous allons aborder notre premier Fireside Chat, notre premier débat sur l'Open Innovation. Aujourd'hui, l'Open Innovation est-il le chaînon manquant des écosystèmes digitaux, technologiques, méditerranéens? Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir un panel de renom avec 4 spécialistes, experts de ce sujet qui vont partager leur expérience depuis le Maroc, depuis la Tunisie, depuis l'Algérie. Je pense notamment, et je vous demande d'accueillir Mohamed Ben Soltana, qui est le manager du Hack Lab Afrique by Société Générale. Mohamed, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonjour Samir, oui, je suis avec vous. Bonjour Mohamed. On va ensuite faire les présentations, mais tout de suite, je demande aux participants d'accueillir Zeynep Messaoud, qui est la directrice de The Dot à Tunis. Bonjour Zeynep. Bonjour Samir. Bonjour, bienvenue. J'accueille également Karim Bouri, qui est le fondateur de Branco en Algérie. Bonjour Karim. Bonjour Samir, salut. Salut Karim. Et enfin, notre dernier participant, c'est Tarek Chelaifa, qui est senior manager à GSMA. GSMA, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment le think tank de la mobile economy qui travaille beaucoup sur l'open innovation, notamment entre les telcos, les opérateurs télécoms et des startups. Bonjour Tarek. Merci Samir, merci à tous pour cette invitation. Eh bien, nous allons commencer ce premier débat. Donc, aujourd'hui, on peut dire que l'open innovation s'impose comme un accélérateur, comme un levier de croissance pour les économies, qu'il s'agisse des gouvernements, des grands groupes industriels, des jeunes entreprises du digital. Il faut co-construire et sortir des réflexions en silo pour se réinventer, notamment dans la problématique du Covid, dans la problématique de la digitalisation des secteurs économiques et relever de nouveaux challenges. Alors, si les géants de la tech s'y sont mis depuis plusieurs années déjà, on peut dire que le Covid, pour la région Méditerranée, a véritablement joué un rôle de catalyseur du digital et de l'open innovation. Par exemple, on voit que plusieurs banques, la Société Générale va nous donner son exemple en détail, mais il y a d'autres acteurs comme Attijari, par exemple, qui s'est associé avec une start-up, Floussi, pour développer un service de paiement mobile à l'aune notamment du Covid, à l'aune de cette digitalisation des gestes barrières qui fait qu'on passe de plus en plus au paiement sans cash, au cashless. C'est le cas aussi du groupe Magasin Général qui a acquis une solution de e-commerce qui a été développée directement par une start-up, Funashop. Je pense aussi du côté de la Tunisie à l'Institut Pasteur, qui a collaboré avec la start-up Majestei, une spécialiste de l'intelligence artificielle pour développer des outils d'aide à la décision. Donc, on voit bien qu'il y a une dynamique qui est non seulement enclenchée, mais qui s'accélère à travers la sensibilisation, l'acculturation, mais il reste du travail. Il y a encore beaucoup de marches à grimper, il y a encore beaucoup de travail à faire pour mettre au niveau les écosystèmes et avoir cette maturité que l'on retrouve ailleurs, notamment dans la Silicon Valley ou en Europe. Et pour finir, je citerai aussi une étude qui a été faite par EY sur le baromètre EY des entreprises en Tunisie qui montre que quelque part, tout a été lancé, mais il y a encore des marges de progression à faire. Ça reste néanmoins très balbutiant et aujourd'hui, à l'heure de la réflexion sur le monde d'après du Covid, c'est le moment ou jamais de transformer l'essai et de basculer véritablement dans des économies où les écosystèmes, les grands comptes, les startups travaillent main dans la main et créent ensemble de la valeur. Et pour démarrer cette discussion, ce débat sur l'open innovation, je vais commencer par poser la première question à Zeynep Messaoud depuis The Dot en Tunisie. On voit qu'aujourd'hui, The Dot, c'est un hub tunisien, un tout nouveau hub tunisien qui s'est créé, qui s'est spécialisé en le digital et qui permet à plusieurs acteurs de l'écosystème de se rencontrer, des startups, des entreprises et même des gouvernements, des services gouvernementaux, des services publics d'État peuvent travailler avec différents acteurs. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le rôle et l'importance de lieux, d'espaces comme le vôtre pour faire émerger des synergies et des co-innovations dans une logique d'open innovation? Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour l'invitation, Samir. Donc, The Dot est le premier hub d'innovation digitale en Tunisie.
comme vous l'avez bien expliqué, il fallait bien un lieu qui fait travailler tout le monde. Et The Dot est arrivé avec cette promesse, offrir un lieu de travail pour tous, start-up, grands groupes, secteur public, secteur privé, université, tout un écosystème de bout en bout, là où il peut travailler, co-construire, co-créer, faire aboutir des projets et faire développer des projets existants. Donc, The Dot travaille essentiellement sur 3 axes. Donc, un premier axe qui est la start-up, promouvoir la start-up tunisienne, africaine et montrer au monde qu'il y a de la richesse qui se crée sur ce continent. Et puis, il y a un deuxième axe qui est le développement des régions intérieures de la Tunisie, donc aider un peu à offrir des services de qualité dans les régions intérieures de la Tunisie et donc faire développer l'entrepreneuriat dans ces régions-là, notamment l'entrepreneuriat dans les technologies. Et puis, le dernier axe, c'est l'axe transformation digitale qu'on co-construit avec notre partenaire, la GIZ, moyennant un centre de transformation digitale. Là, donc on ouvre le premier hub d'intelligence artificielle. Là, on accompagne l'État, donc les institutions de l'État, quand je dis institutions de l'État, c'est services de l'État, mais aussi sociétés de l'État et administration, dans une dynamique de transformation. Et puis aussi, l'idée, c'est d'accompagner le secteur privé, les entreprises privées qui, jusque-là, sont issues des industries et même celles dans les services sont assez traditionnelles, dans une optique de développement et donc pour être beaucoup plus compétitif sur le marché international. D'où, donc naturellement, le sujet de l'open innovation, il trouve toute sa place. Quand on parle compétitivité des grands groupes aujourd'hui ou d'un secteur privé qui est issu essentiellement de l'industrie et des services traditionnels, il faudrait lui appliquer des couches de technologie, des couches de modernité, des couches qui le ramènent un peu au niveau international. Et ces couches-là sont idéalement apportées par une jeunesse créative et innovante, qui est la jeunesse qui crée aujourd'hui des startups en Tunisie. Donc, je ne sais pas, je suis un peu partie dans tous les sens, mais l'idée était de… Non, c'est une excellente introduction à la matière, c'est parfait, c'est concis, ça permet tout de suite de voir le périmètre que vous couvrez, tout de suite de poser les premières, je dirais, bases de discussion. Je vais tout de suite me tourner vers Mohamed Ben Soltana, qui est basé à Casablanca. Donc, vous représentez vraiment un des grands leader bancaire présent sur le continent africain, la Société Générale, qui est particulièrement engagée sur le continent. Et d'ailleurs, vous avez participé à plusieurs éditions d'Emerging Valley. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter le HackLab et nous expliquer pourquoi aujourd'hui une banque de cette stature comme la Société Générale a trouvé important de se lancer dans cette dynamique en Afrique avec le dispositif que vous pilotez? Oui, bien sûr. Alors, donc, je suis Mohamed Ben Soltana, donc responsable du HackLab de Casablanca, qui est l'un des 2 dispositifs innovation du groupe Société Générale en Afrique. Donc, quelques années après la création du lab de Dakar, la business unit AFMO, Afrique Méditerranée Outre-mer de Société Générale, après la décision de créer le HackLab à Casablanca en 2019. Donc le HackLab est un lieu du faire et du faire ensemble qui essaye de réunir en gros des créatifs, des passionnés des nouvelles technologies pour explorer un peu et créer les usages de la banque de demain. On sait très bien que dans le secteur financier, ce qui permet de faire la différence, c'est vraiment l'expérience utilisateur. Et on l'a tous, je pense, expérimenté à un certain moment à titre personnel. Quand on essaye de faire nos différentes opérations bancaires, le fait qu'on ait une expérience qui soit le plus fluide possible et sans écueil et sans blocage, c'est ce qui permet vraiment de faire la différence. Et puis, le HackLab est donc aussi un lieu pour un espace de corporate hacking qui essaye un peu de transformer un peu l'organisation à l'intérieur à travers de l'acculturation, à travers de la formation des collaborateurs de la banque.
et puis où règne un peu l'esprit start-up et dont l'engagement s'exprime par l'intérêt et le sens de l'entreprise humaine et collective. Et puis, pour ce qui est de la deuxième question, pourquoi créer une telle structure? Tout simplement, je dirais que c'est pour illustrer à travers le lab, en fait, notre stratégie Open Innovation dans le groupe, pour être au plus proche de l'écosystème entrepreneurial africain. Et c'est donc pourquoi en 2016, nous avons organisé notre tout premier événement Open Innovation. C'était à Dakar. Et puis, s'en est suivi par la suite des hackathons en 2017, 2018 et 2019 sur l'économie informelle et sur le fait d'essayer d'imaginer un peu la ville africaine durable de demain. Les objectifs de ces hackathons étaient de générer des concepts innovants et pertinents, pouvant par la suite être développés au sein du groupe. Également d'essayer d'illustrer dans les filiales africaines ou d'instaurer plutôt une culture de l'innovation pour augmenter le nombre de porteurs de projets internes et accélérer nos différents process d'innovation, et également pour essayer d'aller au terrain et de mieux comprendre un peu les problématiques que rencontrent nos différents clients potentiels, comme les acteurs de l'économie informelle, savoir pourquoi ils sont réticents par rapport à tout ce qui est création de comptes bancaires, mais plutôt adoptent les mobile money. Et puis, pour qu'on puisse développer ensuite notre capacité à interagir et travailler un peu, savoir collaborer avec ces différents écosystèmes locaux. Voilà. Alors, merci beaucoup Mohamed, merci pour cette présentation. Je me tourne tout de suite vers Tarek Chalaifa. Donc, comme j'expliquais, tu travailles aujourd'hui à GSMA, hein, qui est vraiment ce centre de ressources sur la collaboration entre les telcos et le monde des startups. Et aujourd'hui, on a vu en Tunisie de nombreuses initiatives fondées sur l'open innovation qui ont vu le jour, notamment pendant la période de la Covid, hein, que ce soit une collaboration, par exemple, entre le ministère de l'Intérieur et une startup tunisienne, Enova Robotics, pour déployer des robots qui permettaient d'aider à respecter les gestes barrières et les distances de sécurité notamment. Comment le Covid, de ton point de vue, a accéléré l'adoption par les acteurs publics comme privés de ce concept d'open innovation sur le terrain en Tunisie? Merci Samir pour cette question pertinente. Je vais juste me permettre rapidement d'introduire ce que la GSMA et son rôle en Tunisie activement, et ce qu'on est en train de faire en Tunisie. La GSMA est une organisation internationale qui représente les intérêts de l'industrie mobile. On parle de plus de 800 acteurs dans l'industrie mobile, des opérateurs téléphoniques en allant des fabricants de téléphones autour de télécommunications. Et ce travail se fait à travers, comme tu l'as si bien dit, à travers des études et des recherches autour des technologies mobiles et leur impact sur le développement économique des pays, mais aussi dans l'industrie, d'un point de vue secteur. Au sein de la Tunisie, on travaille sur un partenariat privilégié avec la GIZ, la coopération allemande, pour un hub un peu inédit, qui est un peu un laboratoire qu'on a nommé le Mobile Innovation Lab. Et ce partenariat a pour but de développer des innovations liées au mobile qui auront un impact sur l'économie tunisienne, la société tunisienne, en prenant en compte trois parties prenantes, qui sont bien sûr les opérateurs téléphoniques, le gouvernement tunisien et cet écosystème de start-up dont on parle. On travaille sur 4 créneaux prioritaires, l'un sur des études stratégiques sur les plateformes mobiles et les plateformes économiques, donc toute plateforme digitale qui met en relation l'offre et la demande. On essaye de voir et faire un inventaire de ces technologies qui existent et le potentiel de digitalisation des secteurs de l'économie en Tunisie. Donc, ces études sont destinées non seulement à promouvoir un peu l'innovation et donner de la visibilité à l'écosystème tunisien sur une scène internationale, mais aussi aider des acteurs locaux à développer des solutions. On travaille sur l'inclusion numérique et on travaille également à accompagner le gouvernement
l'inclusion financière. Et l'un des quatrièmes créneaux sur lesquels on travaille, c'est sur, bien sûr, le contexte de la pandémie et Covid-19. Alors, pourquoi Covid-19 a été une date importante pour l'Open Innovation? C'est un moment où réellement beaucoup d'acteurs dans l'économie, que ce soit des groupes familiers, des groupes industriels, ont cessé de travailler. Et celles qui ont pu continuer ou attirer leur épingle du jeu, c'est bien ces compagnies qui étaient au moins digitalisées. Et c'est à ce moment-là où des startups ont pu réellement briller. Donc, vous avez pris l'exemple pertinent d'Enova. On peut également prendre l'exemple de startups telles que Artili. C'est une startup qui est associée avec un opérateur qui est Orange et qui est en fait la première headline africaine de soutien psychologique. Et donc, ce que fait Artili, dans Artili en tunisien, en arabe, parle-moi, a offert des consultations téléphoniques à un tarif symbolique pendant la pandémie, et répondant bénévolement en fait aux inquiétudes et aux angoisses de la population qui était à l'époque confinée. D'autres exemples peuvent être comme iCampus, une startup qui spécialisée dans l'intelligence artificielle et qui a développé et qui est spécialisée dans les technologies NLP, on appelle Natural Language Processing, et qui a développé pour le compte de l'État un chatbot qui s'appelle Aziza et qui a permis de collecter de l'information et l'information officielle sur Covid, répondre aux questions et aux doléances des internautes dans un dialecte tunisien. C'est ça la force de leur technologie, mais aussi répondre en anglais et en français. C'est un chatbot qui comprend les dialectes et qui est aussi qui est très important pour des populations qui ne sont pas digitalisées notamment. Et donc, c'est des plateformes qui ont été vraiment à la rescousse d'une économie qui commence à se digitaliser. Et je pense qu'à ce moment-là, on a eu vraiment une grande prise de conscience de la part de beaucoup de groupes, beaucoup de compagnies, à commencer à réfléchir à comment innover. Et est-ce qu'on innove en interne avec en développant des compétences en interne et en recrutant des compétences en interne, ou est-ce qu'on pense à des modèles comme l'Open Innovation pour sourcer de l'innovation et pour sourcer des nouvelles solutions dans un contexte qui devient de plus en plus difficile. Merci beaucoup, Talek. C'est très clair. Merci beaucoup pour ta vision. Notamment, c'est très intéressant que ce soit aussi à travers ta casquette GSMA qui permet aussi d'avoir une vision un peu plus 360 degrés sur ces enjeux et comment ça peut s'interpréter sur le terrain, notamment en Tunisie, mais plus largement au Maghreb. Et tout de suite, je vais passer la parole et accueillir Karim Brouhi qui est avec nous depuis Alger. Salut Karim. Donc, tu es à la tête d'une start-up qui est très active dans l'écosystème tech algérien. Est-ce que tu peux nous donner ta vision start-up de l'Open Innovation? En quoi consistent par ailleurs les projets développés? Quel intérêt pour une start-up comme la tienne de développer ces concepts d'innovation? Et quelles sont surtout les difficultés que tu rencontres sur le terrain? Et enfin, quelque part, on a vu que Brenco a été très active pendant le Covid, notamment à travers différentes applications mobiles que tu as développées pour permettre aux populations civiles algériennes de mieux s'informer pendant le Covid. Tu as notamment fait des partenariats avec différents grands acteurs de la santé africains et algériens. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus très rapidement et comment, quelque part, le Covid permet de stimuler, d'ouvrir des portes qui étaient autrefois fermées et d'accélérer les partenariats entre grands groupes et startups, ce qui prenait autrefois 5 ans, ça a pris pendant le Covid parfois 5 semaines, voire même moins, pour développer ce type de partenariat. Merci Samir pour l'invitation. Heureux d'être parmi vous tous. Donc, je m'appelle Karim Brouhi, comme tu viens de le signaler. Je suis le fondateur et le CEO de Brenco, qui est une société et qui est plus dans une logique de start-up spin-off que juste une société classique. Mais on est surtout avec un grand ADN technologique, puisqu'à la base, elle a été fondée la société par moi et mon cofondateur qui sont des ingénieurs à la base. C'est vrai que la période start-up, la période Covid, pardon, a cassé certains silos, comme tu le disais au tout début, et a permis d'accélérer les choses dans le rapprochement de structures qui peuvent développer ensemble des solutions pour le bien commun. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que si on part sur la logique du Covid, on a
cette doctrine qui est là à trouver des solutions pour aider les gens dans une situation de pandémie catastrophique. Mais on a vécu une période qui a, comme tu disais, décloisonné et cassé des silos qui nous ont démontré que c'était faisable de faire de la co-innovation ou de la coproduction et de l'open innovation. Alors, bien évidemment, une grande parenthèse quand on parle d'open innovation, et bien évidemment, il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'établit entre tous ces partenaires qui se rejoignent, qui peuvent avoir des objectifs différents, mais avec l'essence du projet commune. Après, le deuxième niveau de difficulté que nous rencontrons, hein, puisqu'on nous faisons beaucoup d'accent sur l'open innovation, qui sont des difficultés de culture de travail. Alors, je ne dis pas, c'est-à-dire, il faut avoir des cultures différentes, des modes de pensée différents, mais au final, avoir une culture de travail commune qui nous permet d'aller vite et surtout d'adopter des modes d'agilité qui sont plus l'apanage d'aujourd'hui des startups et des grandes sociétés dans le digital, mais pas forcément des acteurs auxquels nous confrontons ou avec qui nous travaillons, que ce soit des industriels ou des organisations non gouvernementales ou des organisations gouvernementales, comme tu l'as cité, que ce soit le ministère de la Santé ou autre. Donc nous, au fil du temps, on a développé une technologie. Pendant le Covid, on a essayé de mettre cette technologie. Je crois qu'on a un problème de connexion avec Karim. On va essayer de le retrouver très vite. On va revenir on va revenir vers toi, Karim. Je pense que tu as un petit problème de connexion. Je vais revenir vers toi, Tarek. Est-ce que tu es là, Tarek? Oui. Voilà. Je viens vers toi le temps qu'on retrouve la connexion avec Karim. Donc, on peut considérer aujourd'hui que quelque part l'écosystème sur comment pérenniser, la question que j'aimerais poser à vous tous, c'est comment pérenniser quelque part le modèle et booster les coopérations entre le secteur public, les startups et les grands comptes. Donc, on peut considérer quelque part que l'écosystème tech tunisien a pris une avance par rapport à ses voisins en matière d'open innovation. Tu l'as montré avec les différents exemples que tu as cités. Quelles sont les bonnes pratiques que tu observes qui pourraient favoriser l'adoption de l'open innovation comme une sorte de nouveau réflexe business pour les startups comme pour aussi les autres acteurs de l'écosystème? Merci pour la question très pertinente, Semir. Je pense que la Tunisie a cette chance de travailler, d'être très complémentaire et c'est un écosystème qui travaille en bonne intelligence. Donc, juste pour vous dire, Zeyn, par exemple, c'est quelqu'un que je vois tous les jours et on est dans le même bureau, dans le dot. Et ce qui fait un peu la force. Après, je pense que, en toute modestie, il y a des écosystèmes et des pays en Afrique et même dans les rives de la Méditerranée qui sont en avance sur d'autres secteurs ou d'autres latitudes. Ceci étant dit, je pense qu'il faut prendre un peu bien sûr qu'il y a le volet très business qui est de la corporate innovation, mais l'innovation ne peut pas marcher, ne marche pas tout seul et ne peut pas vraiment tirer un fort impact si la population, si les utilisateurs ne sont pas digitalisés même. Donc, dans le cadre même du corporate innovation, la GSMA travaille sur des programmes qui s'appellent Connected Society et qui est destiné en fait à l'alphabétisation digitale, qui est quand même un challenge pour notre région. Pour vous donner quelques chiffres, dans la région MENA, donc Middle East North Africa, 43% de la population est connectée et utilise Internet, mais on a quand même 47% de la population qui est connectée mais qui n'utilise pas Internet. Et ça, c'est souvent dû à des facteurs liés à l'utilisation ou la cherté des appareils téléphoniques, la cherté de la data, de la sécurité, mais c'est surtout dû à un problème de digital tools. Et ce qu'on fait avec certains opérateurs téléphoniques, notamment, c'est des programmes où on accompagne et on offre du contenu qui est facile d'utilisation et facile d'apprentissage pour aider les opérateurs téléphoniques à apprendre aux gens comment utiliser Internet mobile. Et ça paraît anodin parce qu'on utilise tous des téléphones mobiles, mais certains d'entre nous ne savent pas l'utiliser concrètement. Et donc, quand on essaye de mettre en place des plateformes comme IVAX ou des plateformes COVAX qui sont digitalisées, on a des problèmes de vaccination, on a des problèmes pour bancariser, notamment. Donc, Mohamed a cité l'exemple notamment de bancariser. Et donc, la digitalisation doit se faire à cette première étape. Maintenant, pour revenir un peu plus sur le volet
corporate et le volet de l'open innovation. Je pense que c'est important, nous, quand on travaille avec beaucoup de startups, notre rôle, c'est de rapprocher les startups des opérateurs téléphoniques. C'est souvent deux mindsets différents, forcément. La startup est impatiente, elle est agile, elle peut développer rapidement. Les télécoms sont des systèmes beaucoup plus lourds, avec des chaînes organisationnelles plus importantes, et donc c'est plus de temps. Et donc, comment on fait pour que ces deux arrivent à communiquer, et en général, pour qu'ils puissent tirer de l'innovation? Tout d'abord, je pense que ça commence par parler le même langage. Je pense qu'il y a un effort qui doit se faire de part et d'autre. Aucune startup ne peut pas venir voir un corporate qui ne comprend pas c'est quoi les grands enjeux de cette compagnie, de ce secteur-là. Parler le même langage, c'est quoi les KPIs ou les indicateurs le plus important. Parler le slang, en fait, de cette compagnie. Et de même, je pense que les corporates aussi ont besoin de comprendre ces startups-là et se doivent de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'une startup, c'est quoi ses bouts et ses aboutissements, et comment elle peut travailler ensemble. Donc, il faut qu'ils parlent le même langage, ça c'est ça. Deuxièmement, je pense que le plus important, on essaie toujours de travailler avec les startups, c'est de développer un value proposition qui est propre et qui est complémentaire. C'est-à-dire qu'on va toujours demander à la startup, OK, qu'est-ce que vous avez, que vous pouvez offrir aux télécoms, et qu'est-ce que les télécoms ont, dont vous avez besoin pour vous développer. Et on peut faire ce même travail en interne au sein des corporates pour vraiment identifier c'est quoi les business units qui manquent, et de quelle façon la startup peut apporter de la valeur. Et ça peut être de différentes façons. Ça peut être sous le format d'un joint venture. Ça peut être à ce que le corporate devient client ou même ouvre certaines de leurs technologies ou de leur infrastructure. Je m'explique, les télécoms ont accès au SMS, ont accès à la technologie USSD qui permet de communiquer rapidement, ont accès aux canaux de paiement. Et toutes ces choses-là sont à considérer. Et il ne faut pas toujours voir les collaborations sous forme de « je suis un vendeur, je suis mon client et je vends », mais aussi explorer tout le domaine de possible de collaboration. Et je pense qu'à la fin, juste pour clôturer, il y a 3 valeurs essentielles dans le corporate innovation. Il faut de la patience, parce que le corporate n'avance pas de la même façon et la startup non plus. Il faut de la diligence, c'est-à-dire qu'il faut constamment travailler avec la startup, mais aussi avec le corporate et essayer d'affiner les modèles. Et il faut de la bienveillance. Je pense que c'est un modèle qui est très important pour avoir un écosystème et des bonnes pratiques dans le open innovation. Bienveillance, voilà, je pense qu'effectivement, c'est un mot important à retenir dans ce travail de sensibilisation, d'évangélisation de l'écosystème sur ces grands enjeux. Je crois que Karim est en train d'essayer de nous rejoindre, donc on va le refaire monter à bord. Mais en attendant, j'ai passé la parole cette fois-ci à Zainab. Zainab, qui dirige le tout nouveau hub The Dot. Donc aujourd'hui, sensibiliser Zainab, les acteurs de l'État, les grands groupes, faire évoluer le mindset des entrepreneurs, faciliter les échanges entre les différents acteurs. Quelles sont, selon toi, les barrières qui existent encore en Méditerranée pour enfin et accélérer, incarner ce que vient d'expliquer très bien Talek, démocratiser pleinement l'open innovation pour plus de productivité, de croissance, de retombées concrètes pour les écosystèmes? Alors, pour parler de barrières, moi je pense que la première barrière reste l'incompréhension des possibilités qu'offre l'open innovation. Historiquement, du moins pour la Tunisie, le secteur privé qui est jusque-là très traditionnel s'est toujours développé en interne en élargissant ses activités en amont et en aval, tout en internalisant toute la chaîne de valeur. Donc, c'est très dur pour un industriel tunisien ou un grand groupe tunisien de penser spontanément qu'il pourrait s'associer à une start-up ou à des petits jeunes créatifs et innovants pour développer quelque chose qui pourrait lui faire gagner en compétitivité. Donc, il faudrait, à mon avis, la première chose, c'est sensibiliser les grands groupes, essentiellement les secteurs publics et privés,
à l'importance de se développer. Ça peut être en faisant de la croissance externe, en rachetant de petites boîtes, mais aussi en co-construisant, en co-développant des choses. Donc, il y a ça, montrer un peu les success stories, ces expériences qui ont réussi, qui aujourd'hui commencent à donner des fruits et qui peuvent montrer le chemin à d'autres acteurs qui pourraient faire la même chose. Deuxièmement, c'est former les deux parties aux différents modèles possibles d'open innovation, parce qu'aujourd'hui, on a fait l'expérience. Notre projet de monter un programme d'open innovation, il est toujours d'actualité chez The Dot. Et quand on est parti parler et discuter avec les grands groupes, etc., la première question était de dire mais comment vous voulez qu'on finance un lab? On les finance, la propriété intellectuelle, ça appartient à qui? Ceux qui vont créer, comment on va faire? Mais nous, l'idée, elle est faisable en interne, on peut toujours la faire en interne. Donc, il y a toujours plein de questions et il faudrait, à mon sens, qu'on fasse beaucoup au-delà de la sensibilisation, de la formation, vraiment former ces gens-là au modèle possible, à ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui se fait moins, ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas. Et puis, la troisième chose, bien évidemment, c'est les aider à concrétiser. Et The Dot, c'est un partenariat public-privé, hein, donc c'est une expérience qui est atypique en Tunisie. Il est porté par le ministère des Technologies, donc il jouit aussi des partenariats offerts par l'importance de ces partenaires. Donc, c'est le ministère des Technologies, la GIZ, l'Union européenne via le projet Innovi, la société civile via donc, la Fondation Tunisie pour le développement qui est créée par un papy start-upper comme il aime bien nous le rappeler, et le fondateur de Vermeg. Et puis, le centre digital de transformation digitale, il est co-construit aussi avec le ministère de l'Industrie. Donc, on a ici des acteurs publics, des acteurs privés, la société civile. Chez The Dot, nous accueillons 13 partenaires structures d'accompagnement, 13 SSO, dans le réseau Entreprendre, dans tous les membres sont des chefs d'entreprise, Open Startup qui travaille sur l'étudiant entrepreneur, donc qui peut mettre en relation des jeunes étudiants avec de l'autre côté des acteurs de l'économie. Donc, il y a une possibilité qui est offerte au sein de Dot par les partenaires de Dot qui donne des possibilités vraiment extraordinaires. Hein. Donc, quand on réfléchit aux possibilités de matching et de co-création, c'est vraiment génialissime ce qu'on pourrait faire ensemble. Après, il faut toujours revenir aux bases, donc sensibiliser, informer, former, pour donner l'exemple et pour éviter les erreurs. Merci beaucoup Zainab, merci pour ce témoignage, c'est très concret, c'est très clair, très concret. Je vais tout de suite me tourner vers Karim parce que tu es revenu. Oui. Je vais profiter que ta connexion soit revenue et opérationnelle pour te redonner la parole. Tu étais en train de parler un petit peu de ton expérience et ça a coupé très vite, donc si tu peux revenir… sur ta vision startup en tant que start-upper terrain, ta vision startup de l'open innovation et comment, selon toi, le Covid a permis d'accélérer tout ça et comment toi-même, tu as déployé tes solutions en partenariat, je le précise, avec le ministère de la Santé d'Algérie et d'autres organismes publics sur notamment la lutte anti-Covid grâce à la technologie. Merci. Alors, j'espère que là, vous m'entendez. Normalement, ça va. C'est ce qu'on appelle l'effet Murphy. Tout va bien et au dernier moment, tout se passe mal. Alors, je disais, et je rebondis parce que là, j'ai rejoint depuis un moment, donc j'ai entendu les intervenants, mes collègues parler. C'est vrai que dans cette logique d'open innovation, aujourd'hui, le Covid a permis d'aller plus vite dans une logique de prise de conscience et de décloisonnement momentané. Alors, c'est vrai que la Covid a fait en sorte qu'on puisse se rapprocher de structures où on ne pouvait pas, de travailler avec des structures avec qui on n'avait pas l'habitude de travailler ou qui ne nous ouvraient pas leurs portes. Mais on le voit aujourd'hui, le fait que la Covid commence à devenir un sujet d'État et pris en charge par l'État et régulé par l'État, on commence à refermer les portes.
Donc, j'espère qu'aujourd'hui, les entités qui ont joué le jeu vont continuer à le jouer. Mais c'est vrai que dans des situations d'urgence, on a la capacité de faire appel à l'écosystème. Alors, parfois, c'est naïf parce qu'on oublie que derrière, c'est des startups, que c'est des entreprises, qu'on est dans une logique économique, qu'on peut être dans une logique startup, mais aussi dans une logique R&I, Research and Innovation, et que tout est drainé dans les entreprises par, à un moment donné, du profit ou un retour sur un investissement, ou comme dirait l'autre, un retour sur impact. Mais quand on fait de l'open innovation en Algérie, je pense dans la région et même dans le world, c'est qu'on est des acteurs qui avons des intérêts parfois différents, divergents, mais que nous devons en fait regrouper autour d'un intérêt commun qui serait en fait de trouver des solutions en life-centric ou en human-centric. Et c'est ce que nous avons fait pendant la période du Covid en proposant des technologies que nous avions développées pour permettre en fait d'informer et de faciliter et dissiper, en fait d'informer et dissiper les fake news au niveau des citoyens en se rapprochant du ministère de la Santé, mais aussi d'autres parties prenantes. Mais une fois qu'on a développé cette technologie, on a offert à d'autres pays où on a pu le faire. Donc, bien évidemment, initialement, ça n'avait pas un objectif business, mais bien évidemment, encore une fois, ça nous a drainé vers du business puisque cette technologie, on est dans un terrain où on n'avait pas l'habitude d'évoluer, qui était dans le médical, et plus exactement dans la pandémie, ça nous a permis de développer de nouvelles fonctionnalités qui nous ont permis de gagner des contrats aujourd'hui. C'est-à-dire que ça nous a permis de valoriser. Et aujourd'hui en Algérie, et je pense que c'est un sujet commun dans la Méditerranée, on parle beaucoup de Open Innovation et on VS aussi le transfert de technologie. Et dans ce sujet, nous, ce qu'on a réussi à faire en Algérie, c'est qu'on a développé en fait, je vais dire, allez, c'est un tripode ou une histoire à trois, où en fait il y a l'université d'un côté, il y a nous, la start-up au milieu. Et on a même développé avec le temps un incubateur. Bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler un autre jour. Mais il y a nous au milieu, la recherche dans le monde universitaire ou dans les labos de recherche, et il y a les industriels. Et on s'est rendu compte que nous, en tant que start-upers, en tant que quantité de réflexion, on avait la capacité donc de diagnostiquer les problématiques et de les mâcher au niveau des grandes institutions pour en faire vraiment des problématiques qu'on déverse au niveau de la recherche. Et à partir de là, on avait la capacité de créer des solutions entre nous, avec notre façon d'être agile, l'entité qui peut être une entité publique ou privée ou gouvernementale qui a le problème et donc du coup le besoin, et de l'autre côté, cette force de réflexion qui est dans la recherche, qui peut être aussi alors on a de l'open innovation, du O et de la OI, mais en fait aujourd'hui on parle de ROI, de la remote open innovation qui aujourd'hui augmente la problématique de gestion de ça puisqu'on est sur des plateformes différentes et sur des endroits différents, à des niveaux différents. Mais par contre, le fait d'avoir une start-up au milieu qui, elle, a un objectif très business et très focus sur ce sujet, fait en sorte qu'elle va mettre de l'énergie à piloter tout ça et à pousser toutes les parties prenantes à arriver à un résultat qu'on pourrait transformer ou pour les chercheurs en documents de recherche, puisque généralement c'est ça, ou les universités ou les labos de recherche, ça peut être des brevets, la recherche de brevets. Les entreprises partenaires industriels, les gros industriels, c'est où ils ont développé une solution, où ils viennent d'augmenter leur portfolio d'offres de services ou de produits. Et pour la start-up, elle fait l'acquisition d'une technologie ou elle développe une technologie qui lui permettrait de gagner des marchés ou de se faire racheter à terme par ces grandes sociétés et ces grands groupes. Donc, c'est dans cette démarche qu'on s'est inscrit en Algérie. Et on arrivait donc à développer, comme tu le disais, des solutions pour le Covid, mais aussi aujourd'hui, on est sur de l'IoT, sur d'autres solutions très technologiques qui, essentiellement, ont été faites sur une base d'open innovation. Mais encore une fois, on a mis beaucoup d'efforts à aussi mettre en place l'aspect contractuel de ce regroupement, parce qu'en fait, au début, c'est une histoire d'homme avec un grand H, où on se rapproche. Et on a besoin après rapidement de mettre en place en fait un cadre contractuel qui gère essentiellement je dirais trois grands côtés. C'est si demain il y a innovation, ou il y a un nouveau produit, un nouveau service et qui apporte de l'argent, comment on redistribue ces dividendes entre les parties prenantes ou cette valeur ajoutée, comment elle est redistribuée. La propriété intellectuelle sur le deuxième
volet. Et le troisième volet sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est des politiques de non-débauche. Parce qu'en fait, on a eu cette problématique où après, vous avez les parties prenantes qui se cannibalisent les uns aux autres parce qu'elles sont à la recherche de talents. Et comme vous le savez, dans la région, je pense que sur les 10 prochaines années, ça va être le grand sujet, les talents et la guerre des talents. Absolument. Merci beaucoup, Karim. On va arriver quasiment au bout de ce débat, mais je vais quand même finir avec Mohamed. Mohamed, avec le recul que toi tu as en incarnant justement cette passerelle entre le grand compte pour lequel tu aujourd'hui travailles avec la Société Générale et le Hack Lab qui fait ce lien avec les startups. Ma question, elle est très simple. Après avoir notamment entendu tout ce qui vient d'être présenté, de toutes les filiales de la Société Générale à travers le monde, pourquoi est-ce que vous avez implanté ce Hack Lab en Méditerranée, à Casablanca, au Maroc? Et est-ce que vous considérez quelque part qu'il y a une spécificité, un mindset propre à la rive sud de la Méditerranée qu'il faut prendre en compte pour mettre en place une stratégie d'open innovation, surtout pour une grande banque européenne, internationale, plutôt basée historiquement sur la rive nord, comme la Société Générale? D'accord. Alors, je pense que déjà, c'est dû à la maturité de l'écosystème entrepreneurial et start-up dans nos différents pays d'Afrique du Nord. Alors, on sait très bien et on constate qu'il y a un très grand nombre de hackathons et de manifestations similaires qui sont organisées. Beaucoup sont critiqués comme étant des actions de, je dirais, de communication. Mais toujours est-il qu'ils fournissent, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils fournissent un travail énorme en termes de promotion de l'entrepreneuriat auprès de nos jeunes étudiants. Et ça, en soi, c'est un très bel acquis. Aussi, c'est dû au fait qu'il y a un très grand nombre d'initiatives locales pour le soutien et le financement des startups, ainsi qu'un large éventail d'acteurs qui œuvrent pour l'accompagnement des entrepreneurs. Alors, on n'est pas encore au niveau des pays anglophones en Afrique, tels que le Kenya, Nigeria ou l'Afrique du Sud, mais je pense que c'est en bonne voie d'y arriver. Et puis, je pense également que l'ouverture sur la Méditerranée constitue en elle-même un très bel argument pour des marchés financiers en pleine croissance, et il y a une certaine prédisposition culturelle pour l'ouverture sur, comme j'ai dit, sur l'extérieur et la collaboration. Il y a également la barrière de la langue. On sait très bien que dans nos différents pays, cela ne constitue pas très souvent pour nous un frein, et qu'on sait très bien parler anglais, français, espagnol ou italien. Et je me permets peut-être également de revenir un peu sur les propos de Thaler concernant les conditions de développement de l'innovation. On sait très bien que les populations sont chez nous prédisposés à utiliser des solutions innovantes, car l'ensemble des données concernant le taux de pénétration Internet constitue un facteur clé pour le développement et le scale-up des startups. Un business plan qui a fait ses preuves et qui marche très très bien en Afrique du Nord, en Amérique du Nord, ne va pas forcément bien fonctionner et se développer en Afrique. Et c'est quelque chose qu'on constate à notre niveau tous les jours. On est une filiale africaine où on a des consommations de services financiers qui sont très très différentes d'un pays à un autre.
Et puis, je pense que l'information et la promotion de l'entrepreneuriat jouent finalement un rôle majeur dans le placement des pays d'Afrique du Nord comme étant des pays prédisposés pour le lancement de services innovants et en nous concernant pour le développement de startups spécialisées dans la fintech ou dans l'insurtech. Donc, je pense que tous ces éléments-là réunis ne font que confirmer notre choix de placer le second lab innovation en Afrique du Nord et à Casablanca. Eh bien, ce sera quelque part le mot de la fin, ce point de vue de la Société Générale. Donc, on voit aujourd'hui, il faut cette bienveillance, il faut aussi cette vision stratégique, il faut aussi avoir cette capacité de parler plusieurs langages différents, cette capacité cette patience, cette humilité aussi, de se mettre au niveau d'autres acteurs qui ne sont pas du tout sensibilisés, acculturés à cette thématique de l'open innovation. Ce débat, malheureusement, arrive à sa fin. Il nous manque 1 heure pour aller au bout du sujet, mais sachez que tout sera retransmis et disponible en replay. Et toutes ces idées, toutes ces propositions, nous allons les infuser dans le livre blanc Emerging Mediterranean sur la Tech for Good en Méditerranée, qui sortira en février 2022 à l'occasion du sommet des 2 rives de la Méditerranée qu'a annoncé ici à Marseille le président et qui se tiendra donc dans quelques mois. Et cette thématique de l'open innovation, nous allons continuer à la faire vivre. Et donc, je vous redonne rendez-vous à tous en février 2022 pour poursuivre ce débat. Encore une fois, je remercie tous nos panélistes, à commencer par Zeynep Messaoud. Merci à toi, Zeynep, d'avoir partagé ton expérience avec The Dot. Merci à toi, Talek Chelaifa, avec la GSMA. Je remercie Karim Bourri, qui nous a partagé son point de vue de start-upper. Merci à toi, Karim. Et enfin, je remercie Mohamed Ben Soltana avec le Hack Lab de la Société Générale, qui nous a permis aussi d'avoir cette vision vue de l'autre côté.